Je me tenais dans un coin du salon de mes parents, un verre de cidre pétillant, tiédi dans ma main. La fête annuelle de Noël de la famille Leroy battait son plein. 70 proches entassés dans une maison conçue pour 20. L'odeur du rôti de chapon et du pain d'épices se mêlait aux parfums coûteux et au jugement. « Émilie, ma chérie, viens ici. » La voix de maman transperça le brouhaha. Elle se tenait près du grand piano avec tante Sylvie, oncle Bernard et un groupe de cousins que je reconnaissais à peine. Son sourire était vif et coupant comme un scalpel. « Raconte à tout le monde ton nouveau poste. » Je redoutais ce moment depuis que j'avais franchi la porte il y a 3 heures. « Je travaille à l'hôpital Saint-Antoine, » dis-je simplement, en gardant une voix neutre. « Elle est modeste, » rit maman. Ce rire particulier qui signifiait qu'elle était sur le point de dire quelque chose de cinglant déguisé en affection. Elle ne fait que répondre au téléphone à l'hôpital, elle gagne à peine le SMIC, mais nous sommes fiers qu'elle ait enfin un emploi après toutes ses études. La façon dont elle prononçait « études » donnait l'impression que j'avais gaspillé une décennie à faire de la peinture au doigt. Tante Sylvie me tapota le bras avec une sympathie condescendante. « Au moins, c'est un travail honnête, ma chère. Tout le monde ne peut pas réussir comme ton frère. » Mon frère David choisit ce moment pour s'approcher avec arrogance. Fraîchement revenu d'une transaction immobilière qu'il avait déjà mentionnée 12 fois ce soir-là. À 32 ans, il était l'enfant prodige de la famille. Réussi, charmant, marié à une avocate, et absolument insupportable. Salut Em, il me frappa l'épaule assez fort pour me faire tressaillir. Toujours à prendre des rendez-vous à l'accueil de l'hôpital? Quel cursus! Quelqu'un doit faire le sale boulot, n'est-ce pas? En fait, je ne travaille pas à l'accueil, commençai-je, mais maman parlait déjà par-dessus moi. Nous disons aux gens qu'elle est dans le domaine de la santé, confia maman à tante Sylvie dans un murmure discret que tout le monde pouvait entendre. Ça sonne mieux que réceptionniste. Bien qu'honnêtement, après tout l'argent que nous avons dépensé pour ses études, nous pensions qu'elle ferait plus. J'avais entendu des variations de ce discours au cours des 6 dernières années. Depuis que j'avais cessé d'expliquer ce que je faisais réellement, il était plus facile de les laisser croire ce qu'ils voulaient plutôt que de les regarder rejeter la vérité. Vous vous souvenez quand elle disait vouloir être neurochirurgienne? Oncle Bernard intervint, faisant tournoyer son whisky. Nous pensions tous que c'était adorable. Les enfants ont des rêves si fous, soupira tante Sylvie. C'est difficile quand ils doivent faire face à la réalité. Ma cousine Jennifer, 3 ans plus jeune, récemment promue assistante de direction dans une boutique, me lança un regard de pitié. Ça doit être dur, Émilie. Voir tout le monde réussir pendant que tu es coincée à répondre au téléphone. Mais bon, au moins tu as un emploi, n'est-ce pas? Je pris une gorgée de cidre tiède et ne dis rien. C'était la dynamique familiale des Leroy avec laquelle j'avais grandi. Maman et papa avaient immigré de France avec rien, construit une entreprise d'import-export prospère grâce à un travail acharné et des sacrifices, et s'attendaient à ce que leurs enfants soient médecins, avocats ou cadres. David s'était exécuté en devenant un magnate de l'immobilier. Je les avais déçus, du moins c'est ce qu'ils pensaient. Combien gagne une réceptionniste d'hôpital de toute façon, demanda mon cousin Marc, sincèrement curieux. Il était ingénieur logiciel dans une start-up. Environ 30 000 € par an, si elle a de la chance, dit David en riant. La plupart de ces postes sont au SMIC, sans avantages, sans avancement, des impasses. Nous lui avons proposé un poste dans notre entreprise, intervint papa, rejoignant le cercle avec son air de désapprobation habituel. Un travail de bureau, mieux rémunéré, mais elle a insisté pour cette chose à l'hôpital. J'aime le domaine de la santé, dis-je doucement. Répondre au téléphone n'est pas de la santé, ma chérie, corrigea maman. C'est du travail administratif. Il y a une différence. Le beeper dans mon sac vibra. Je l'ignorais. C'était probablement juste une autre consultation de routine que l'un de mes internes pouvait gérer. Le pire, continua maman, s'échauffant sur son sujet préféré, c'est que nous avons payé toutes ces études coûteuses. 7 ans d'université. Et pourquoi faire? Pour qu'elle puisse prendre des rendez-vous. 8 ans, corrigeai-je automatiquement. Et un internat. Maman agita la main d'un geste dédaigneux. Quoi que ce fût, c'était cher et apparemment inutile. Peut-être qu'elle n'était pas assez intelligente pour un vrai travail médical, suggéra Jennifer, essayant de paraître compatissante et échouant. Tout le monde n'a pas l'aptitude. Au moins, elle a trouvé quelque chose qu'elle peut gérer.
Mon beeper vibra à nouveau. Plus insistant cette fois. Je veux dire, on t'aime, dit David, de cette manière qui signifiait que le contraire allait suivre. Mais tu dois admettre que travailler à un bureau à 31 ans, c'est un peu embarrassant. La plupart des gens ont une carrière maintenant. Elle a toujours été la plus pragmatique, dit tante Sylvie. Pas brillante comme David, mais stable. C'est important aussi. Le beeper n'arrêtait pas de vibrer. Je le sortis discrètement et regardai l'écran. Code noir. Traumatisme présidentiel. Chef de neurochirurgie requis immédiatement. Rupture d'anévrisme cérébral. Aucun autre chirurgien qualifié. Mon sang se glaça. Le code noir était réservé aux urgences médicales de niveau sécurité nationale. Présidentiel signifiait exactement ce que ça impliquait. Et une rupture d'anévrisme cérébral signifiait que quelqu'un de très important était en train de mourir. Et j'avais environ 20 minutes pour arriver à l'hôpital avant que les dommages cérébraux ne deviennent irréversibles. Émilie, tu écoutes au moins. La voix de maman était cinglante d'irritation. Nous parlons de ton avenir. Le moins que tu puisses faire est de faire attention. Je dois passer un coup de fil, dis-je, sortant déjà mon téléphone. Vous voyez, c'est exactement ce que nous voulons dire, dit David au groupe. Aucun focus, aucune ambition, juste se laisser porter par la vie, prendre des appels. Je m'éloignai du cercle et composai la ligne directe du bloc opératoire. Le roi, dis-je dès que quelqu'un décrocha. Mise à jour du statut. Immédiatement, chef, la voix était celle du docteur Dubois, l'un de mes internes principaux. Il semblait terrifié. Nous avons le chef de cabinet du président qui arrive avec une rupture d'anévrisme cérébral. C'est arrivé au dîner d'État en ville. Le service de sécurité le conduit maintenant. 37 minutes. Le docteur Moreau a essayé de se préparer, mais il n'est pas habilité pour ce niveau. Je suis à 20 minutes, l'interrompis-je, mon esprit déjà en train de parcourir la procédure. Rupture d'anévrisme cérébral, patient de haut niveau, pression politique énorme. C'était une chirurgie que seulement 3 personnes dans le pays étaient qualifiées pour effectuer, et j'étais la seule dans cette ville. Préparez le bloc 1. Que la neurologie soit en attente. Je veux un scanner complet dès son arrivée. Que l'anesthésie soit prête pour une intubation immédiate. Et contactez le docteur Dupont. Elle est habilitée pour les procédures de niveau présidentiel. Oui, chef. Le service de sécurité vous demande spécifiquement. Dites-leur que je suis en route. Et Dubois, personne ne le touche avant que j'arrive. Personne. Je raccrochai et me tournai vers ma famille. Ils me regardaient tous avec des degrés divers de confusion. C'était quoi ça, demanda maman avec suspicion. Je dois aller à l'hôpital, dis-je, calculant déjà le temps de trajet. 15 minutes si le trafic était fluide. 17 si je rencontrais des feux. Trop long de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire, dit maman à tante Sylvie. Il l'appelle pour des heures supplémentaires la veille de Noël parce que c'est juste une réceptionniste. Il ne respecte pas son temps. C'est terrible, acquiesça Jennifer. Tu devrais te défendre, Émilie. Quelqu'un a probablement appelé pour dire qu'il était malade et ils ont besoin d'elle pour couvrir les téléphones, suggéra David. Des trucs typiques de débutants. Mon téléphone sonna. L'identification de l'appelant affichait « Directeur exécutif hôpital Saint-Antoine ». Je répondis « Docteur Leroy ». Émilie, Dieu merci. La voix du directeur Morel était tendue par le stress. Je sais que vous êtes à un événement familial, mais nous avons une situation. Je suis sûr que votre équipe vous a briefé. Rupture d'anévrisme cérébral. Chef de cabinet, urgence de niveau présidentiel. Je répétais rapidement, je pars maintenant. Que mon équipe prépare exactement comme je l'ai ordonné. J'aurai besoin des protocoles de sécurité activés et du bloc opératoire complètement sécurisé. Le service de sécurité est déjà là. Il demande une vérification des accréditations. Dites-leur de vérifier la base de données de l'habilitation de sécurité nationale. Je suis habilité pour les procédures médicales de niveau présidentiel 5. Et Morel, mettez en place le blackout médiatique. Rien ne fuit tant que je ne le dis pas, c'est déjà fait. Nous appelons cela une admission VIP de routine. Bien. Je serai là dans 14 minutes. Je raccrochai et regardai ma famille.
Ils étaient tous figés, me fixant comme si j'avais commencé à parler martien. Émilie, dit maman lentement. À qui parlais-tu? Je dois vraiment y aller, dis-je, attrapant mon manteau. Il y a une urgence à l'hôpital. Quel genre d'urgence? Demanda papa. Qu'est-ce qu'une réceptionniste pourrait possiblement? Mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je reconnaissais de l'Élysée. Je répondis, Docteur Leroy à l'appareil. Chef Leroy, ici l'agent spécial Martin du service de sécurité. La voix était brève et professionnelle. Nous avons une situation de code noir avec un haut fonctionnaire du cabinet. Nous avons besoin de confirmation que vous êtes en route et que vous effectuerez la procédure. Confirmé. Je quitte mon emplacement actuel. L'heure d'arrivée estimée à l'hôpital Saint-Antoine est de 13 minutes. Le patient ne doit pas être déplacé avant mon arrivée et je veux une fouille de sécurité complète du bloc avant que je ne me lave les mains. Compris, chef. Nous aurons une escorte à l'entrée de l'hôpital. Votre habilitation de sécurité a été vérifiée. Merci, agent Martin. Je raccrochai et trouvai toute ma famille me fixant en silence complet. Même la bouche de David était légèrement ouverte. Émilie, dit tante Sylvie prudemment. Pourquoi cette personne t'a-t-elle appelé chef? Je dois y aller, répétai-je, enfilant mon manteau. La vie de quelqu'un en dépend. Attends. La voix de maman avait perdu son ton condescendant. Que fais-tu réellement à cet hôpital? Je fis une pause à la porte, réfléchissant à ma réponse. Pendant 6 ans, je les avais laissés croire ce qu'ils voulaient. J'avais cessé de les corriger quand ils m'appelaient réceptionniste. J'avais cessé d'expliquer mes recherches, mes opérations, mon poste. Cela semblait plus facile que de les regarder rejeter tout ce que j'avais accompli. Mais à l'instant, quelqu'un mourait, et je n'avais pas le temps pour cette conversation. Exactement ce que vous pensez, dis-je. Je travaille à l'hôpital. Mais cette personne t'a appelé chef, dit Jennifer, confuse. Chef de quoi? Mon beeper se déclencha de nouveau. Patient arrivant. 2 minutes. Le scanner montre une hémorragie massive. État critique. Je dois vraiment y aller, dis-je et sortis par la porte. Derrière moi, j'entendis David dire, c'était bizarre, n'est-ce pas? Pourquoi le service de sécurité appellerait-il une réceptionniste? Je courais déjà vers ma voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital Saint-Antoine prit 11 minutes. Je violais plusieurs règles de circulation pour y arriver, mais le service de sécurité avait dégagé la route et j'avais une autorisation d'urgence. Mon téléphone sonna 3 fois de plus pendant le trajet. Le docteur Dupont confirma qu'elle était prête et gantée. Le directeur Morel me mit à jour sur l'état du patient, qui se détériorait, et l'administrateur de mon service me demanda si j'avais besoin de quoi que ce soit. Je me garai sur la zone de stationnement des cadres où un agent du service de sécurité m'attendait. Il vérifia mon identité, mes références sur une tablette, et m'escorta par une entrée latérale qui contournait entièrement l'hôpital principal. L'ascenseur sécurisé nous emmena directement à l'étage chirurgical. Le patient est critique, docteur Leroy, dit l'agent Martin tandis que nous marchions rapidement dans les couloirs. Nous comprenons que vous êtes la seule chirurgienne de la région avec l'habilitation et l'expertise pour effectuer cette procédure. J'en suis consciente, dis-je, mon esprit déjà en mode chirurgie. Tout le reste, ma famille, leurs commentaires, leurs suppositions avaient disparu dès que j'étais monté dans la voiture. En ce moment, il n'y avait que la procédure, le patient, et le temps qui s'écoulait. Nous atteignîmes la zone de préparation chirurgicale. Le docteur Dupont était déjà là, en blouse et ganté. Chef, dit-elle, le soulagement inondant son visage. Le patient est au scanner maintenant. Le scanner montre une rupture d'anévrisme de l'artère communicante antérieure avec une hémorragie sous-arachnoïdienne significative. La tension artérielle chute. Nous l'avons intubé et sédaté, mais il est en train de basculer. Temps écoulé depuis la rupture, environ 37 minutes. Je maudis silencieusement. C'était juste à la limite de la fenêtre de temps. Chaque minute qui passait signifiait plus de dommages cérébraux, plus de risques d'accident vasculaire cérébral catastrophique. Préparez-le pour une craniotomie immédiate, ordonnai-je, en me lavant les mains. Je veux du propofol pour l'entretien de l'anesthésie et mettez en place la surveillance neurophysiologique. S'il y a le moindre changement dans l'activité cérébrale pendant la procédure, je dois le savoir immédiatement. Oui, chef.
L'infirmière instrumentiste m'aida à enfiler ma blouse chirurgicale pendant que je continuais à donner des instructions. C'était la partie que j'aimais dans la clarté absolue de la médecine d'urgence. Pas d'ambiguïté, pas de politique, juste la compétence, la connaissance et le rythme régulier de la précision chirurgicale. Les images du scanner sont affichées, appela le docteur Dubois depuis le poste de surveillance. J'étudiais les scans tout en terminant mon lavage. L'anévrisme avait éclaté de manière catastrophique, saignant dans l'espace sous-arachnoïdien. Le sang exerçait une pression sur des structures cérébrales critiques. Si je ne soulageais pas cette pression et ne clipsais pas l'anévrisme dans l'heure qui suivait, le patient subirait des dommages cérébraux irréversibles ou la mort. Le bloc 1 est prêt, annonça le coordinateur chirurgical. Allons-y, j'entrai dans la salle d'opération où mon équipe était assemblée. Le docteur Dupont comme mon assistante principale, le docteur Dubois surveillant la neurologie, 2 infirmières instrumentistes, un anesthésiste et un perfusionniste en attente au cas où nous aurions besoin d'un pontage. Autour du périmètre, des agents du service de sécurité se tenaient à des postes discrets, observant tout. Le patient était déjà positionné, la tête immobilisée dans le dispositif de fixation crânienne. Les moniteurs émettaient des bips réguliers, montrant des signes vitaux préoccupants mais stables. Très bien, tout le monde, dis-je, me positionnant à la tête de la table. Il s'agit d'une rupture d'anévrisme de l'artère communicante antérieure chez un homme de 63 ans. Hémorragie significative, vasospasme modéré. Nous allons effectuer une craniotomie ptérionale. Évacuer l'hématome et clipser l'anévrisme. Le temps estimé de la procédure est de 4 à 5 heures. Des questions? Personne ne parla. Bien. Sauver une vie. Je tendis la main et l'infirmière instrumentiste plaça le scalpel dans ma paume. La chirurgie était complexe et exigeante. Chaque mouvement devait être précis. Le cerveau ne tolère aucune erreur. Je travaillais régulièrement, ouvrant le crâne, rétractant les tissus, naviguant à travers l'architecture complexe des vaisseaux sanguins et des tissus neuraux. Le docteur Dupont anticipa parfaitement mes besoins, me tendant les instruments avant que je ne les demande, aspirant le sang pour garder mon champ de vision clair. 3 heures plus tard, je visualisais enfin l'anévrisme. Un ballonnement de la paroi affaiblie du vaisseau sanguin, rompu et saignant. Avec soin, délicatement, je l'isolai du tissu environnant. Clip, dis-je. L'infirmière instrumentiste plaça le clip d'anévrisme en titane dans ma main. C'était le moment critique. Je devais positionner le clip sur le col de l'anévrisme, coupant le flux sanguin sans endommager l'une des douzaines de vaisseaux critiques l'entourant. Je plaçai le clip, vérifiai la position, ajustai légèrement, vérifiai à nouveau. Le clip est sécurisé, annonçai-je. Le flux sanguin vers l'anévrisme est arrêté. Docteur Dubois, relevé neurologique. Tout est normal, chef. Pas de changement dans l'activité cérébrale. Excellent. Évacuons l'hématome restant et refermons. Encore 90 minutes de travail méticuleux. Enfin, je reculai de la table. C'est tout, dis-je. Refermez-le, conduisez-le en neurologie et surveillez-le continuellement pendant les 48 prochaines heures. Je veux des mises à jour toutes les 2 heures. Oui, chef, dit le docteur Dupont. Un travail brillant comme toujours. Je retirai mes gants et ma blouse, soudain consciente de ma fatigue. 5h30 de chirurgie, le poids émotionnel de l'urgence, et avant cela, 3 heures de la condescendance de ma famille. Je sortis du bloc et trouvai le directeur Morel qui attendait avec un homme en costume coûteux qui ne pouvait être qu'un haut fonctionnaire du gouvernement. Docteur Leroy, dit Morel. Voici le chef de cabinet adjoint, Monsieur Laurent. Monsieur Laurent, dis-je en lui serrant la main. Votre collègue a subi l'opération avec succès. Nous en saurons plus dans les 48 prochaines heures, mais je suis prudemment optimiste. Docteur Leroy, le président a voulu que je vous remercie personnellement, dit Laurent. Nous comprenons que vous avez quitté un événement familial pour effectuer cette chirurgie. Votre compétence et votre dévouement sont appréciés au plus haut niveau. Je ne fais que mon travail, monsieur. La nation a la chance d'avoir des chirurgiens de votre calibre, continua-t-il. Votre dossier parle de lui-même. Chef de neurochirurgie à 31 ans, la plus jeune de l'histoire de l'hôpital, plus de 300 chirurgies cérébrales réussies, recherches publiées dans cette grande revue médicale. Le président vous a spécifiquement demandé lorsque nous avons appris la rupture d'anévrisme. Je hochai la tête, fatigué. J'apprécie.
Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois vérifier mon patient. Il était presque 3 heures du matin quand je quittais enfin l'hôpital. Le chef de cabinet était stable, montrant des signes neurologiques positifs. Sauf complication, il se rétablirait complètement. Je rentrais à mon appartement, trop épuisé pour ressentir autre chose que la fatigue profonde qui suit une chirurgie à enjeux élevés. Mon téléphone avait vibré par intermittence toute la nuit. Des messages et des appels de ma famille que j'avais ignorés. J'étais sur le point de le couper complètement quand je vis le numéro. Le portable de papa, puis celui de maman, puis celui de David, puis celui de tante Sylvie. 43 appels manqués. 67 messages textes. Curieuse malgré moi, j'ouvris les messages. Émilie, appelle-moi immédiatement. Pourquoi les informations disent que le docteur Émilie Leroy, chef de neurochirurgie, a sauvé un fonctionnaire du gouvernement? Ça ne peut pas être toi, David. Yo, c'est quoi ce bordel? Ton nom est partout dans les infos. Jennifer. OMG. Émilie, c'est vraiment toi? CNN te qualifie de l'une des meilleures chirurgiennes du cerveau du pays. Tante Sylvie. Émilie, ma chère, je crois qu'il y a eu une erreur. Les infos disent que tu es médecin. Papa, Émilie, appelle ta mère. Non. Je fis défiler les messages avec une sensation croissante d'irréalité. J'allumai ma télévision et là, c'était moi, mon visage sur France Info, une photographie de la conférence de l'Académie nationale de chirurgie de l'année dernière. Le docteur Émilie Leroy, chef de neurochirurgie à l'hôpital Saint-Antoine, a effectué avec succès une chirurgie d'urgence sur un haut fonctionnaire du gouvernement ce soir. Le docteur Leroy, âgé de seulement 31 ans, est considéré comme l'une des principales neurochirurgiennes du pays, spécialisée dans les procédures cérébrovasculaires. Elle a obtenu son diplôme de médecine à l'université Paris-Descartes, son internat à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et un post-internat en neurochirurgie au centre hospitalier Sainte-Anne. Je coupai la télévision. Mon téléphone sonna. Je répondis, Émilie. Sa voix était étrange, tremblante, confuse, rien de sa confiance habituelle. Émilie, les infos disent que tu es neurochirurgienne, que tu es la chef de chirurgie à l'hôpital. Neurochirurgie, corrigez-je. Et oui, je le suis. Silence. Mais tu as dit que tu travaillais à l'hôpital. Je travaille à l'hôpital. Tu nous as laissé croire que tu étais réceptionniste. Non, dis-je doucement. Vous avez dit à tout le monde que j'étais réceptionniste. J'ai juste cessé de vous corriger. Pourquoi ferais-tu ça, Émilie? Ça n'a pas de sens. Si tu es chirurgienne, si tu es la chef de chirurgie, de neurochirurgie, pourquoi ne nous le dirais-tu pas? Je m'assis sur mon canapé, fixant la fenêtre sombre. Vous vous souvenez il y a 6 ans quand je vous ai dit que j'avais été nommé chef de neurochirurgie? Silence de l'autre côté. J'avais 25 ans, la plus jeune chef de service de l'histoire de l'hôpital. Je venais de publier une recherche qui a révolutionné la façon dont nous traitons les anévrismes. J'étais si fier, si excité de vous le dire. Je ne me souviens pas, vous avez dit que c'était un titre fantaisiste pour un médecin ordinaire. Que la transaction immobilière de David cette semaine-là était plus impressionnante. Que je devrais me concentrer sur la recherche d'un mari au lieu de la promotion de carrière. J'entendis son brusque souffle. Après ça, j'ai cessé d'essayer d'expliquer, continuai-je. Chaque fois que je mentionnais une chirurgie, vous changiez de sujet. Chaque fois que je parlais de mes recherches, vous faisiez un commentaire sur la façon dont je perdais mon temps. Alors, finalement, je vous ai juste laissé croire ce que vous vouliez. C'était plus facile. Émilie, nous ne voulions pas dire. Vous avez demandé combien gagnaient les réceptionnistes d'hôpital, dis-je. Je gagne 470 000 € par an plus les bourses de recherche. Je possède un appartement en centre-ville. J'ai remboursé mes prêts d'études de médecine il y a 3 ans. J'ai une carrière réussie. Je sauve des vies. Et rien de tout cela n'avait d'importance pour vous parce que cela ne correspondait pas au récit que vous aviez déjà décidé à mon sujet. Nous sommes ta famille, dit maman. Et maintenant sa voix tremblait vraiment. Nous t'aimons. Nous n'avons juste pas compris. Vous n'avez pas voulu comprendre, corrigez-je doucement. Vous vouliez que je sois déçu et en difficulté pour que David puisse être le seul à réussir. Vous aviez besoin que je sois l'échec de la famille. Ce n'est pas Émilie. Ce n'est pas juste.
Peut-être pas, acquiesçai-je. Mais c'est vrai. Et je suis trop fatigué pour en discuter en ce moment. Je viens de passer 5h30 à effectuer une chirurgie cérébrale sur un homme qui serait mort sans mon expertise. Je vais dormir. Nous pourrons en parler plus tard. Émilie, attends. Je raccrochai. Mon téléphone se remit immédiatement à sonner. Je l'éteignis. Le lendemain matin, je me réveillai pour trouver l'immeuble de mon appartement entouré de camionnettes de presse. Apparemment, avoir sauvé la vie du chef de cabinet lors d'une urgence la veille de Noël avait fait de moi une petite célébrité. J'ignorais toutes les demandes d'interview, me fis un café et me préparai à retourner à l'hôpital pour vérifier l'état de mon patient. Le portier de mon immeuble appela. « Docteur Leroy, vous avez des visiteurs dans le hall. Dites à la presse que je ne donne pas d'interview. » « Ce n'est pas la presse, madame. » « Enfin, c'est beaucoup de monde. Ils disent qu'ils sont votre famille. » Je fermai les yeux. Bien sûr, ils l'étaient. « Faites-les monter. » 5 minutes plus tard, toute ma famille envahit mon salon. Maman, papa, David et sa femme, Jennifer, Marc, tante Sylvie, oncle Bernard, et au moins une douzaine de cousins à qui je n'avais quasiment pas parlé depuis des années. Ils se tenaient maladroitement dans mon entrée, observant mon appartement. Le mobilier moderne, les œuvres d'art originales, le mur de manuels et revues médicales, les éloges encadrés de l'Académie nationale de chirurgie, de Paris Descartes et de la Pitié-Salpêtrière. « Émilie, commença maman. » Avant que quiconque ne dise quoi que ce soit, l'interrompis-je. Je veux que ce soit clair. Je ne vous ai pas parlé de ma carrière parce que vous avez clairement montré que vous ne vouliez pas en entendre parler. Chaque fois que j'ai essayé, vous l'avez rejeté. Alors, j'ai cessé d'essayer. Nous ne savions pas, dit Jennifer faiblement. Vous n'avez pas demandé, rétorquai-je. Pendant 6 ans, aucun de vous n'a demandé ce que je faisais réellement à l'hôpital. Vous avez juste supposé. David passa une main dans ses cheveux. Et je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Les choses que j'ai dites hier soir étaient méchantes, mais honnêtes, terminai-je. Vous avez tous cru que j'étais un échec parce que c'était plus facile que de reconnaître mon succès. Nous sommes fiers de toi, dit papa d'une voix rauque. Vraiment, demandai-je. Parce qu'hier, vous étiez embarrassé par moi. Vous avez dit à 70 proches que je gagnais à peine le SMIC. Vous avez dit que mes études étaient gaspillées. Vous avez dit que je n'étais pas assez intelligente pour un vrai travail médical. Tante Sylvie eut la décence d'avoir l'air honteuse. Émilie, ma chère, nous n'avons pas compris. Vous n'avez pas essayé de comprendre, dis-je. Et c'est ça le problème. Maman s'avança. Émilie, tu as raison. Nous sommes désolés. Nous aurions dû t'écouter. Nous aurions dû demander. Nous aurions dû. Elle fit une pause et je vis des larmes dans ses yeux. Nous aurions dû être de meilleurs parents. Le silence tomba dans la pièce. Je n'ai pas besoin que vous soyez fiers de moi maintenant que vous connaissez la vérité, dis-je doucement. J'avais besoin que vous soyez fiers de moi quand vous pensiez que j'étais réceptionniste. J'avais besoin que vous me respectiez quelle que soit mon appellation de poste. Mais vous n'avez pas pu faire cela. Nous pouvons faire mieux, dit papa. Si tu nous donnes une chance. Je les regardais tous. Ma famille compliquée, difficile, pleine de jugements. Les mêmes personnes qui m'avaient rejeté et rabaissé se tenaient maintenant dans mon salon, l'air sincèrement repentant. Je dois aller à l'hôpital, dis-je finalement. J'ai un patient en neurologie qui a besoin d'être surveillé, mais je suis prête à avoir une vraie conversation un jour, quand nous pourrons tous être honnêtes les uns envers les autres. Maman hocha la tête, essuyant ses yeux. Nous aimerions cela. Une dernière chose, ajoutai-je, ouvrant ma porte. La prochaine fois que quelqu'un vous dit ce qu'il fait dans la vie, croyez-le et respectez-le, que cela vous impressionne ou non. Ils sortirent lentement, chacun s'arrêtant pour s'excuser ou dire quelque chose de conciliant. David me serra dans ses bras. Jennifer demanda si nous pouvions prendre un café un jour. Tante Sylvie promit de faire mieux. Quand ils furent partis, je m'assis sur mon canapé et sentis le poids de 6 années de silence se soulever légèrement de mes épaules. Mon téléphone vibra. De nouveau allumé, il était inondé de messages. Mais un seul se distingua. Docteur Dupont. Chef, le patient est éveillé et répond bien. Fonction neurologique complète intacte.
Vous l'avez fait. Je souris et répondis par message, nous l'avons fait. Travail d'équipe. Puis j'attrapai mes clés et me dirigeai vers l'hôpital. J'avais un patient à voir, des rondes à compléter et un service à diriger. Être chef de neurochirurgie ne s'arrêtait pas pour les drames familiaux ou l'attention médiatique. Mais peut-être, juste peut-être, la prochaine réunion de famille serait différente. Peut-être qu'il me poserait des questions sur mon travail, mes recherches, mes opérations. Peut-être qu'ils écouteraient quand je parlerais des complexités du cerveau humain et du privilège de le guérir. Ou peut-être pas. Peut-être que certaines choses ne changent jamais. Mais c'était acceptable parce que je n'étais pas devenue neurochirurgienne pour l'approbation de ma famille. Je suis devenue neurochirurgienne parce que j'aimais le travail, le défi, la profonde responsabilité de tenir le cerveau de quelqu'un, tout son être entre mes mains et de le rendre entier à nouveau. Et cela suffisait. 6 mois plus tard, je me tenais au pupitre de la réunion annuelle de la famille Leroy, invité pour la toute première fois à donner un discours sur ma carrière. Maman me présenta comme « notre fille », le docteur Émilie Leroy, chef de neurochirurgie à l'hôpital Saint-Antoine. Je parlais du cerveau, du travail délicat de la chirurgie, des patients dont j'avais sauvé la vie et de ceux que je n'avais pas pu sauver. Je parlais des années de formation, des nuits blanches, de l'apprentissage constant nécessaire pour rester au sommet de mon domaine. Et pour la première fois, ma famille écouta. Après mon discours, ma plus jeune cousine, âgée de 8 ans, s'approcha de moi avec de grands yeux. « Tante Émilie, est-ce que je peux être neurochirurgienne comme toi ?» Je m'agenouillai à sa hauteur. « Tu peux être tout ce que tu veux être. Et quand tu y parviens, ne laisse personne te faire sentir petite. Pas même la famille. » Elle hocha sérieusement la tête. Je ne le ferai pas, je levai les yeux et rencontrai le regard de maman de l'autre côté de la pièce. Elle me sourit. Un vrai sourire, pas celui, aigu et performatif d'avant. Ce n'était pas parfait. Nous avions encore du travail à faire, des conversations à avoir, de vieilles blessures à guérir. Mais c'était un début. Et parfois, un début suffit.